Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais poursuivre le cours de la partie 2, hétérogénéité et fracture dans les villes latino-américaines. Donc je vous ai remis le plan complet et en rouge la partie que je vais traiter dans cette vidéo. Donc on va traiter de la fragmentation socio-spatiale dans les villes d'Amérique latine, hein. Après avoir vu les inégalités de population, on va aller voir un peu les inégalités au niveau du tissu urbain plus précisément. Donc déjà la première idée donc dans cette fragmentation socio-spatiale, c'est, que les inégalités qu'on a évoquées, donc inégalités de revenus notamment, sont visibles dans l'espace urbain. Et pour, partir de cette idée-là, hein, je vais partir de cette photographie qui est archi connue, que vous devez connaître, que vous devez connaître, que vous avez sans doute déjà vue, hein, c'est pas une obligation, qui est une photographie qui a été prise à Sao Paulo, par, Tuca Vieira, dont vous avez son nom à droite, qui est un photographe brésilien et c'est une photographie qui date de 2007 et cette photographie, hein, si elle est aussi connue, c'est parce qu'elle montre vraiment, d'un seul coup d'œil, la fragmentation socio-spatiale, donc les inégalités de revenus à l'intérieur d'une même ville et là, c'est visible, hein, on va dire, morphologiquement, c'est-à-dire vraiment dans la forme, de l'habitat. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre non seulement l'écart entre la pauvreté des bidonvilles et en même temps, l'émergence de la classe aisée. Donc on voit ces 2 aspects-là et puis on voit surtout qu'ils coexistent parfois de manière très proche. Pour avoir une analyse plus approfondie de cette photographie, on a Hervé Terry qui a fait, un article pour revenir en fait sur la photographie qu'on vient de voir et je vous ai mis, donc de son article, il met d'autres photos de cet endroit-là et donc ça, c'est un autre angle, hein, de la photographie qu'on a vue et donc vous avez, c'est la favela qu'on voyait, à gauche, hein, c'est la favela de Paraísopolis, qui est ici au centre. Heu et vous avez, le quartier de Morumbi, attendez, voilà. Ah non, j'ai pas mis le nom. Vous les avez ici, en fait, ouais. Vous avez le quartier de Morumbi qui est un quartier aisé, et donc si on regarde, hein, vraiment la différence entre les 2, on a d'un côté Paraísopolis, qui est une favela avec une forte densité de population, hein, 1 000 habitants par hectare, sachant que, on a des conditions de vie qui sont assez difficiles, hein. Seulement 25 de cette population vit dans des maisons qui disposent d'un accès aux égouts, donc voilà, vous voyez, un faible accès à l'assainissement et à l'inverse, Morumbi, hein, dont vous avez un petit extrait, sur la photo de gauche, c'est un des quartiers les plus cotés, les plus prestigieux de Sao Paulo et on y trouve, bah, notamment le palais, qui abrite le gouvernement, hein, qui est ici au centre et l'hôpital Einstein qui est en fait l'hôpital le plus moderne d'Amérique du Sud. Et si on regarde un peu sur les chiffres et on regarde les niveaux de revenus à Sao Paulo, vous avez cette carte, qui est par rapport au salaire moyen. Donc vous avez, un contraste entre ceux qui ont moins de 3 fois le salaire moyen, qui sont les zones, en rouge, sur la carte de gauche et ceux qui ont plus de 10 fois le salaire moyen, donc plus c'est rouge, plus, il y a des gens qui ont 10 fois le salaire moyen. Donc l'écart entre les zones rouges de la carte de gauche et de celle de la carte de droite, c'est un facteur, 30, donc ça montre des inégalités extrêmement fortes, dans cette ville de Sao Paulo. Ça m'amène à parler de la notion de ségrégation, hein. On parle parfois de ségrégation urbaine. C'est une notion de sociologie urbaine qui est née avec l'école de Chicago, hein, première moitié du XXe siècle. L'idée, de ségrégation socio-spatiale, c'est qu'il y a des contacts limités entre les différentes catégories de population. C'est-à-dire que les plus riches ne fréquentent pas les mêmes espaces que les classes moyennes, ni encore moins les classes populaires, et réciproquement, ces classes populaires ne fréquentent pas les mêmes espaces que les plus riches. D'où l'idée de ségrégation, donc vraiment de séparation. On a une segmentation des pratiques de consommation qui est une segmentation spatiale. Et donc ces différentes classes, hein, elles peuvent se voir et se croiser, et quand elles se fréquentent, c'est souvent dans des rapports codifiés, par exemple le travail domestique. Donc ça, c'est, l'idée d'une séparation très forte. La notion de fragmentation, que j'ai utilisée pour le titre, hein, de fragmentation socio-spatiale, c'est une notion qui est plus récente et qui va moins impliquer une séparation totale, mais plutôt une discontinuité, c'est-à-dire, vraiment des contrastes dans le tissu urbain. Voilà, donc il y a une petite nuance entre ces 2 termes. Je vais maintenant regarder, les contrastes d'habitat,
dans les villes, avec une première étape sur la question de l'habitat populaire, en prenant le temps de parler des bidonvilles, et une deuxième étape sur l'habitat aisé. Donc si on parle des bidonvilles, on peut partir d'un chiffre, hein, qui a été donné par la conférence Habitat 3 qui a eu lieu à Quito en 2016. Et cette conférence sur l'habitat estime que 40 de la population urbaine d'Amérique latine souffre d'un déficit en matière de logement. Donc un déficit en matière de logement, on peut dire, est mal logé. Ça peut être, un sol qui est en terre, des toits qui fuient, enfin voilà, un déficit de logement. Et alors juste, il faut avoir en tête, on va beaucoup parler des bidonvilles, mais il y a une vraie variété dans l'habitat populaire. On a déjà parlé, dans un cours précédent de l'habitat dégradé du centre-ville. Il y a aussi des gens, qui ont simplement pas de logement, hein, qui sont sans domicile fixe. Et vous avez aussi, par exemple, des palafitas qui sont, des espèces de cabanons sur pilotis, en périphérie de Sao Paulo. Et puis vous avez la forme du bidonville, hein. Ici, vous avez un bidonville à Tegucigalpa, au Honduras. Et c'est, les bidonvilles qui sont souvent les plus visibles et les plus documentés, et c'est de ça dont on va parler. Alors déjà, pour, la définition classique d'un bidonville, c'est un ensemble d'habitats alors, précaires, donc souvent construit en matériaux de récupération. Donc c'est souvent insalubre, très souvent trop petit, fragile. On a souvent des incendies, hein, dans les bidonvilles. Donc c'est un premier caractéristique, hein, des habitations précaires en matériaux de récupération. Une deuxième caractéristique, c'est que c'est dans des secteurs non viabilisés que sont installés la plupart des bidonvilles. Donc non viabilisés, c'est-à-dire que, les services urbains, les services primaires, hein, et santé, éducation, enfin accès à de l'emploi, ne sont pas ou très peu présents dans ces bidonvilles. Et enfin, troisième caractéristique, les habitants ne possèdent pas de titre de propriété. C'est-à-dire que l'occupation est illégale et donc il y a un risque d'exclusion, hein, des habitants. Donc voilà, une précarité aussi à ce titre-là. En 2018, on estime qu'environ, hein, si on regarde la population d'Amérique latine, en moyenne, 20% de la population urbaine vit dans des bidonvilles. Donc ça représente plus de 100 millions de personnes. Là, vous avez une carte interactive si ça vous intéresse. Ça permet, enfin, c'est assez intéressant. Vous pouvez aller cliquer sur les pays pour avoir les détails. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une variation assez forte entre les différents pays d'Amérique latine. Le minimum, c'est le Costa Rica, où seulement 4% de la population urbaine vit dans un bidonville, et ce chiffre, il monte jusqu'à 49% en Bolivie, donc près de la moitié de la population. Et c'est quand même, pour, voir l'aspect positif, hein, c'est un chiffre qui est en amélioration constante, dans, la plupart des pays. Dans les points aussi qu'on peut voir comme positifs, hein, il faut avoir conscience que ces bidonvilles, la définition que j'ai donnée, en fait, est pas toujours juste parce que même s'ils sont initialement en matériaux de récupération et illégaux, il peut y avoir une stabilisation de ces bidonvilles dans le tissu urbain. Et dans ce cas-là, ils vont être, consolidés, en fait, et parfois régularisés par l'État, qui va, donner des titres de propriété. Si on regarde la localisation ici, on part d'une carte des favelas à Sao Paulo, on voit, que les bidonvilles sont en situation péricentrale. C'est-à-dire, ils sont, pas dans les centres, mais ils sont pas non plus dans les enfin, alors il y en a quelques-uns, hein, mais c'est pas dans les extrêmes périphériques qui sont les plus nombreux. C'est parce qu'en fait, donc c'est des quartiers, irréguliers, donc les gens ont auto-construit, ces quartiers-là. Ils cherchent une certaine proximité au centre, puisqu'il y a la majorité des emplois, et donc il faut bien avoir en tête que les habitants des bidonvilles, ils ne sont pas marginalisés, hein, ils sont intégrés à la société. C'est juste qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas accès à du logement de meilleure qualité. Mais ils travaillent, hein, souvent dans les centres et autour. Les bidonvilles, alors, vous avez déjà vu le terme, hein, on les appelle souvent, des favelas au Brésil, et ils sont très présents dans la culture populaire. Alors là, je suis allée chercher quelques exemples, hein, pour illustrer, que ce soit, dans le cinéma, les séries ou la musique. On a, régulièrement des images de bidonvilles, et c'est devenu un objet de curiosité. Et par exemple, je vous encourage, je vous l'aurais montré, hein, si on avait été en cours, un extrait en tout cas, la vidéo de Hugo Décrypte, sur une immersion dans les bidonvilles de Rio, dont je mettrai le lien, heu, qui est intéressante en fait, en tout cas au moins le début, qui se passe dans la favelas de Rocinha à Rio de Janeiro.
puisque il montre un peu les 2 aspects, des bidonvilles, parce qu'il faut pas le voir seulement les bidonvilles comme, la précarité, des conditions de vie difficiles, hein, ce qui est le cas. On a une faible scolarisation des enfants, une mortalité élevée à cause des maladies. On a aussi, la violence, hein, un taux d'homicide qui est élevé, une insécurité. Donc il y a tout cet aspect-là qui est souvent celui auquel on pense en premier. Mais pas seulement. Les bidonvilles, c'est aussi des espaces où, il y a des très fortes, par exemple, dynamiques artistiques, et sportives. Par exemple, l'influence, dans la musique, funk à Rio ou le hip-hop à Sao Paulo, il y a une influence qui vient, des favelas. Il y a des footballeurs qui sont nés dans les favelas. Et donc l'intérêt, c'est que cette vidéo, elle montre aussi, toutes les initiatives, la mise en place d'activités à destination des jeunes. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ces 2 points de vue, hein, les difficultés, mais aussi les dynamiques positives. Et elle montre aussi la fragmentation urbaine avec la proximité avec les espaces de standing, hein. Vous avez, ici, la photographie où on voit que, la favelas arrive assez vite sur des quartiers plus cotés. Et on voit la complémentarité, les interactions entre les 2, hein. Les habitants des favelas travaillent souvent, dans des quartiers, plus cotés, pour des emplois, par exemple, de services. Donc voilà, faut vraiment avoir ces 2 aspects, hein. Oui, ce sont des conditions de vie difficiles, mais il y a aussi, des aspects, bah, d'intégration, et le réseau d'entraide et de solidarité entre les habitants est très fort, hein. C'est aussi un élément qui ressort. Donc voilà, pour, la partie sur les bidonvilles. L'autre, on va dire le contraste dans les formes d'habitat, c'est ce qui relève de l'habitat aisé, puisque on l'a dit plusieurs fois, hein, la fragmentation, c'est la cohabitation entre l'habitat aisé et précaire. Et alors sur l'habitat aisé, il y a 2 formes principales, d'habitat. D'abord, ça va être les immeubles de standing, des immeubles de standing dans le centre-ville, à proximité des quartiers d'affaires. Et pour illustrer ce point l'habitat aisé en format immeuble, je vais m'appuyer sur, le livre, de, Lynn Henry, qui s'appelle «Habiter les beaux quartiers à Santiago du Chili», donc c'est un exemple qui est pris, au Chili. Elle étudie une zone dans le quartier qui est surnommée Sanatán. Vous l'avez sur la carte, à droite. Donc Sanatán, c'est une contraction entre Santiago du Chili, et Manhattan. On est dans la zone péricentrale de Santiago, dans la commune de Las Condes, qui est un secteur très privilégié, hein. On parle, du bassin des hauts salaires ou du triangle doré. Donc voilà, les surnoms, en disent long. Et c'est un secteur où on trouve le plus de cadres supérieurs, celui où le prix du terrain est le plus élevé, et donc, heu, en l'indice de pauvreté est aussi très faible. Et pour vous donner une idée chiffrée, hein, la moyenne du revenu des habitants est autour de 4 400 € par mois. Donc c'est des salaires très élevés. Donc on est dans un quartier, hein, dont vous avez une photographie ici, qui est un quartier traditionnellement plutôt destiné à l'élite économique et sociale de la capitale. Et donc on va trouver, des sièges sociaux de grandes compagnies, hein, qu'elles soient chiliennes ou internationales, des ambassades, des hauts lieux de la vie culturelle, des écoles privées et des universités réputées, aussi beaucoup de shopping centers, donc de lieux de commerce, et puis bien sûr des immeubles résidentiels, plutôt, de luxe ou de très haut standing. Et si on centre un petit peu sur l'habitat lui-même, hein, dans ces immeubles, là vous avez 2 photographies, donc qui ont été citées par Lynn Henry, qui viennent d'une brochure promotionnelle d'une agence immobilière spécialisée dans les immeubles de luxe de ce quartier. Bah, justement, ce qu'elle dit, quand on interroge les habitants pour savoir qu'est-ce qu'ils vont chercher dans ces habitants, bah, les caractéristiques importantes, c'est déjà une vue dégagée sur la cordillère, des Andes souvent, beaucoup de modernité dans les équipements, un sentiment de sécurité, une localisation centrale. On a parlé de la proximité de services variés, de santé, d'éducation. Et puis du prestige. Et ce prestige, alors comment on fait ressortir le prestige d'un appartement? Là, c'est la photographie plutôt de droite, hein. Par exemple, les lieux communs, doivent être, d'un fort, standing aussi. Heu, elles ont souvent, des matières précieuses, hein, des marbres, des bois exotiques, des tentures. Il y a des œuvres d'art, hein, ça se voit. On est, voilà, sur, vous voyez très bien le contraste avec les bidonvilles qu'on vient de faire, hein. Sur une volonté de distinction sociale.
Et donc ils se voient soit dans des immeubles très prestigieux, soit deuxième catégorie, dans des résidences luxueuses qui se situent, dans des banlieues isolées. Alors là, on est plutôt en périphérie. C'est des résidences où il y a souvent des villas de luxe, mais aussi, souvent un petit pôle, commercial et loisirs, et donc elles sont connectées au centre par des voies rapides, puisqu'elles sont en périphérie. Ici, vous avez un exemple, c'est le secteur, Puembo, dans la ville de Quito en Équateur. Donc, vous êtes dans un endroit où il y a non seulement, des villas assez luxueuses, hein, comme vous pouvez le voir, mais aussi un country club, donc où, se rassemblent, donc des activités de loisirs, un golf, un centre équestre, un tennis, puis des restaurants, des piscines et des boutiques. Donc là, on est sur des résidences, sur un modèle fermé et sécurisé, dont on va reparler sous peu.